Je m'appelle Alex. J'ai 28 ans, et mes propres parents ont essayé de m'envoyer en prison pour protéger mon frère chéri après qu'il ait volé et détruit ma voiture en conduisant en état d'ébriété. Avant de vous raconter comment cette nuit a fini avec l'empire commercial de mon père au bord de l'effondrement et mon frère devant un juge, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. C'est toujours cool de voir jusqu'où voyagent ces histoires. C'est drôle, les choses dont on se souvient. Ce ne sont pas les cris ou les menaces qui restent le plus. Ce sont les moments calmes, les silences qui disent tout. Pour moi, ce moment, c'est maintenant, assis ici à ma table de cuisine, fixant un courrier d'apparence officielle. Le papier est épais, crème, avec un en-tête officiel du palais de justice du comté. La citation à comparaître, une ordonnance légale me demandant de comparaître comme témoin dans l'affaire contre mon propre père. Ma petite amie, Jenny, a posé sa main sur mon épaule il y a une minute. Ça va, a-t-elle demandé, sa voix douce. Son contact est la seule chaleur dans la pièce, qui semble soudainement froide malgré le soleil de l'après-midi qui entre par la fenêtre. J'ai juste hoché la tête, incapable de former les mots. Oui, ce n'est que du papier. Mais ce n'est pas que ça, n'est-ce pas? Ce n'est jamais juste du papier. Cette simple feuille est l'aboutissement de toute une vie passée à entendre dire que j'étais le second, que mes sentiments n'avaient pas d'importance, que mon but était de nettoyer les dégâts que mon frère aîné, Ryan, laissait derrière lui. Toute ma vie, j'ai été l'amortisseur de son imprudence. Mon père, Richard, c'est quelqu'un d'important dans notre ville. Richard Thompson Construction. Son nom est synonyme de succès, de pouvoir. C'est le genre d'homme qui domine une pièce simplement en y entrant, bruyant, confiant et toujours en contrôle. Ma mère, Linda, est le côté plus doux de cette pièce d'acier. Une enseignante du secondaire, respectée et aimée. Le genre de femme qui peut vous faire culpabiliser avec juste un soupir et un hochement de tête désapprobateur. Et puis il y a Ryan, mon frère. Seulement 1 an de plus que moi, mais il aurait tout aussi bien pu naître avec une couronne sur la tête. Il était l'athlète, le charmeur, celui qui ne pouvait pas mal faire, même quand tout ce qu'il faisait était mal. Toute cette histoire, tout ce bazar qui a apporté cette citation à comparaître à ma table, c'est à propos d'une voiture, une Ford Crown Victoria de 1999, une ancienne voiture de police. Cela peut sembler étrange d'aimer ça, mais cette voiture était ma liberté. C'était la première chose dans ma vie qui était vraiment à 100% à moi, un cadeau de la seule personne de ma famille qui m'ait jamais vraiment vu, mon oncle Jacques. Et il ne pouvait pas le supporter. Il ne pouvait pas supporter que j'ai quelque chose que Ryan n'avait pas, quelque chose qu'il ne pouvait pas simplement prendre. Alors il l'a prise quand même. Et ce faisant, il a allumé une mèche qui mijotait depuis 28 ans. Mes parents pensaient pouvoir l'étouffer, comme ils l'ont toujours fait. Ils pensaient que l'argent, le pouvoir et un peu de chantage émotionnel pouvaient tout faire disparaître. Mais ils ont oublié une chose. Ils ont oublié ce que j'ai appris il y a longtemps. Une leçon qui va leur coûter très cher. Le papier n'oublie pas, et il ne sait pas mentir. Pour comprendre pourquoi je ne me suis pas simplement couché comme je devais le faire, vous devez comprendre ce que c'était de grandir dans ma maison. À l'extérieur, c'était le rêve américain, une grande maison à 2 étages dans un beau quartier de banlieue, une pelouse soignée, 2 voitures dans l'allée. L'entreprise de construction de mon père décollait, et ma mère était une professeure d'anglais bien aimée au lycée local. Nous avions l'air parfait, mais à l'intérieur de ces murs, il y avait un poison silencieux qui s'infiltrait dans tout. Ce poison était le favoritisme. Je me souviens avoir eu peut-être 8 ans. Pour mon anniversaire, j'ai eu cet incroyable vaisseau spatial Lego. C'était le plus grand ensemble que j'ai jamais eu, plus de 1000 pièces. J'ai passé tout le week-end enfermé dans ma chambre, suivant les instructions à la perfection. Quand c'était fini, c'était mon chef-d'œuvre. Je l'ai mis sur l'étagère la plus haute de ma chambre. Quelques jours plus tard, je suis rentré de l'école pour le trouver en morceaux sur mon sol. Ryan, qui avait 9 ans, se tenait au-dessus de l'épave, tenant la petite figurine d'astronaute. Il avait l'air ennuyeux juste assis là, haussait-il les épaules, comme s'il expliquait la météo. Des larmes coulaient sur mon visage. J'ai couru en bas vers ma mère, qui corrigeait des copies dans la cuisine. « Maman, Ryan a cassé mon vaisseau spatial. » Elle soupira, ce long soupir fatigué qu'elle réservait juste pour moi. Elle n'a même pas levé les yeux de la pile de dissertation. « Alex, tu sais comment est ton frère. Il a beaucoup d'énergie. Ce n'est qu'un jouet. Tu peux le reconstruire.
Mais ça m'a pris une éternité. Il l'a fait exprès. Juste à ce moment-là, mon père est entré, ses bottes de travail résonnant sur le linoléum. Il a vu mon visage, puis a regardé vers les escaliers. Pourquoi tous ces pleurs? Ryan a cassé mon vaisseau Lego, j'ai gémi. Mon père m'a regardé, et son expression s'est durcie. Et qu'est-ce que tu as fait pour le provoquer? Rien. Il était sur mon étagère. Ne me mens pas, mon fils, dit-il, sa voix baissant à ce ton bas et dangereux. Ryan ne ferait pas ça sans raison. Tu ne le laissais probablement pas jouer avec. Tu dois apprendre à partager. C'était le moment où mon cerveau de 8 ans a compris les règles du jeu. Règle numéro 1, Ryan n'a jamais tort. Règle numéro 2, si Ryan fait quelque chose de mal, c'est la faute d'Alex. Ce n'était pas que des jouets. C'était tout. Quand j'étais en CM2, nous avions une exposition scientifique. J'ai travaillé pendant des semaines sur un modèle de volcan avec du bicarbonate de soude et du vinaigre, construisant même un petit village en papier mâché à la base. C'était un projet classique, mais je l'ai bien fait. Ryan, en 6e, a oublié son projet jusqu'à la veille. Il a collé quelques roches du jardin sur un morceau de carton et l'a appelé type de roche. À l'exposition, mon volcan a éclaté parfaitement. La foule de parents a gobé bas. Ryan se tenait à côté de son carton et pointait des roches. Quand les prix ont été annoncés, aucun de nous n'a gagné de ruban. Sur le chemin du retour, mon père a tapoté Ryan dans le dos. Ne t'inquiète pas, champion. Les expositions scientifiques, c'est pour les nerfs de toute façon. Tu as un vrai talent sur le terrain de football. Il s'est ensuite tourné vers moi dans le rétroviseur. Peut-être que si tu passais moins de temps à jouer avec du vinaigre et plus de temps à t'entraîner, tu serais titulaire, toi aussi, Alex. Mon volcan a été oublié. Mon effort était invisible. La leçon ultime de la justice de la famille Thompson est venue quand j'avais 17 ans. J'avais mon permis de conduire depuis 6 mois. J'étais méticuleux. Je suivais toutes les règles. Un soir, je reculais le précieux pick-up de mon père dans notre allée étroite. J'ai mal jugé d'un pouce, et le caoutchouc du pare-choc a à peine embrassé le revêtement en brique du garage. Cela a laissé une minuscule tache noire sur la brique et une légère rayure sur le pare-choc en plastique, une que vous ne pouviez voir que si la lumière la frappait juste. Mon cœur battait la chamade. Je suis entré et j'ai immédiatement avoué à mon père. Papa, je suis tellement désolé. Je reculais, et j'ai juste touché le garage. Il y a une petite rayure sur le pare-choc du camion. Il s'est précipité dehors, a inspecté la rayure comme un enquêteur sur les lieux du crime, puis son visage est devenu orageux. Une petite rayure? Une petite rayure? As-tu la moindre idée de combien coûte ce camion? C'est une question de respect, Alex. Le respect de la propriété d'autrui. Tu n'en as clairement pas. Ma punition a été rapide et sévère, privilège de conduite révoqué pendant 1 mois, et tous les samedis pendant ce mois, je devais laver et cirer son camion de haut en bas à la main pour apprendre ma leçon. 6 mois plus tôt, Ryan, qui venait d'obtenir son permis, a emmené la berline de ma mère à une fête. Il a essayé de se garer en créneau et a frotté tout le côté passager le long d'un poteau métallique, laissant une hideuse entaille de 6 mètres de long dans la peinture. Il est rentré ivre et n'en a même pas parlé. Ma mère l'a découvert le lendemain matin. La réaction de mon père? Il est sorti, a vu les dégâts et a laissé échapper un petit rire. Il a passé son bras autour des épaules de Ryan, qui avait la gueule de bois. Eh bien, c'est une façon d'apprendre tes limites, mon fils. Appelons le carrossier. Tout homme a quelques bosses et éraflures quand il apprend les ficelles du métier. Des bosses et des éraflures. Ma minuscule rayure était une leçon de respect. Son entaille géante était un rite de passage. Le message était clair. J'étais tenu à un niveau de perfection, tandis que Ryan était noté sur une courbe si généreuse qu'elle était pratiquement un cercle. Ma seule échappatoire était mon oncle Jacques, le frère de ma mère. Il était flic, détective, et il avait un détecteur de mensonges intégré qui se déclenchait chaque fois qu'il était près de ma famille. Il n'a jamais rien dit directement, mais il l'a vu. Il se présentait au dîner de famille, et pendant que tout le monde bavait devant le dernier trophée de football de Ryan, il s'asseyait avec moi et me demandait comment se passait mon cours de dessin ou l'ordinateur que je construisais. Il me parlait comme si j'étais une personne, pas un problème. Le jour de mes 18 ans, j'avais préparé mes valises. J'avais un emploi à temps partiel dans une épicerie,
et j'avais économisé assez pour un dépôt de garantie pour un appartement minable. L'oncle Jacques s'est présenté à la maison. « C'est quoi tout ça ?» demanda-t-il, en faisant un signe de tête vers mes sacs de sport. « Je déménage, dis-je, sans croiser son regard. Ma mère était en arrière-plan, se tamponnant les yeux avec un mouchoir. « Je ne sais pas pourquoi tu fais ça, Alex. Tu déchires cette famille. » L'oncle Jacques l'ignora. Il me regarda. « Tu as un endroit. » En quelque sorte, murmurai-je. « Non, tu n'en as pas, dit-il, sa voix ferme. Tu viens habiter chez moi. La chambre d'amis est vide. Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin. Pas de loyer, juste aider à la maison et finir l'école. » Il regarda ma mère. « Linda, le garçon a besoin d'espace. C'est pour le mieux. » C'est le jour où ma vie a vraiment commencé. Vivre avec l'oncle Jacques, c'était comme respirer de l'air frais après avoir été piégé dans une pièce remplie de fumée. Les règles étaient simples, être honnête, nettoyer après soi et travailler dur. Il n'y avait pas de jeu d'esprit, pas de sens caché. Il m'a appris à faire la vidange de son vieux camion, à réparer un robinet qui fuit, à gérer mon argent. Il m'a appris à être un homme, ce que mon propre père, malgré toute sa vantardise, n'avait jamais pris la peine de faire. Pour mon 21e anniversaire, l'oncle Jacques a organisé un petit barbecue dans son jardin. Après avoir mangé, il m'a jeté un trousseau de clés. « Joyeux anniversaire, gamin. » J'ai regardé les clés, puis la rue où était garée une grosse berline carrée, une Ford Crown Victoria de 1999. Elle était blanche avec de petits trous sur le toit où se trouvait la barre lumineuse. « C'est une voiture de police ?» J'ai demandé. Il a souri. « Ma première voiture de patrouille. » Il la mettait hors service. Je l'ai achetée pour une bouchée de pain. Moteur solide. Ce n'est pas joli, mais c'est fiable, et c'est à toi. Il a posé une main sur mon épaule. Ce qu'il faut retenir de cette voiture, Alex, dit-il, sa voix sérieuse, ce n'est pas que du fer et de l'acier. Elle représente quelque chose. Elle représente le respect de soi. Ne laisse jamais personne te l'enlever. J'étais sans voix. Je me suis approché de la voiture, passant ma main sur le capot. Ce n'était pas juste une voiture. C'était un bouclier. C'était une déclaration. C'était tout ce que le monde de BMW et de Lexus loué de ma famille n'était pas. C'était réel. C'était mérité. Et c'était à moi. Cette voiture est devenue ma fierté et ma joie. J'ai passé des week-ends à faire la vidange, à la cirer, à chercher des pièces d'origine en ligne. Elle représentait mon indépendance, mon évasion. Pendant ce temps, Ryan menait la grande vie. Mon père lui avait donné un emploi dans l'entreprise de construction, un titre qui semblait important, et un tout nouveau pick-up. Il l'a écrasé en moins d'1 an. Puis est venue une voiture de sport. Il a été arrêté pour conduite en état d'ébriété dans celle-là, mais l'avocat coûteux de mon père a réussi à faire réduire l'accusation à une conduite imprudente. La voiture a été mise en fourrière et finalement vendue. La troisième voiture était une berline de luxe. Il l'a enroulée autour d'un poteau téléphonique en envoyant des SMS. 3 voitures en 5 ans. Et à chaque fois, mes parents étaient là pour le sortir de là, pour lui en acheter une nouvelle, pour lui dire que ce n'était qu'une série de malchances. J'ai commencé à sortir avec Jenny à cette époque. Nous travaillions ensemble dans un cabinet d'architecte où j'étais dessinateur junior. Elle était intelligente, drôle et avait cette attitude pragmatique que j'aimais. Elle finançait ses études de droit le soir, et elle n'avait aucune patience pour les comportements de privilégiés. La première fois qu'elle a rencontré ma famille, c'était lors d'un dîner du dimanche. Elle était polie, mais sur le chemin du retour, elle est restée silencieuse pendant longtemps. Puis elle a juste dit « Waouh ». Waouh. Bon waouh ou mauvais waouh? J'ai demandé, bien que je connaissais déjà la réponse. Ton frère, dit-elle, en secouant la tête. Il a parlé de lui pendant 45 minutes d'affilée sans te poser une seule question. Et tes parents le regardent comme s'il était le soleil. Je ne sais pas comment tu as survécu à ça. Oncle Jacques, dis-je. Et maintenant toi. Elle se pencha et me serra la main. Eh bien, tu as survécu. Tu t'en es sorti. C'est tout ce qui compte. Le fait qu'elle dise cela signifiait plus pour moi qu'elle ne pourrait jamais le savoir. Elle me voyait, le vrai moi, pas le bon à rien, pas le fils de seconde zone, juste Alex.
La vie était belle. J'avais un travail que j'aimais, une fille que j'adorais et une voiture qui, pour moi, était la meilleure voiture du monde. Je pensais avoir enfin construit un mur suffisamment haut pour que la toxicité de ma famille ne puisse pas le franchir. J'avais tort. Le passé ne reste pas dans le passé. Il attend juste une opportunité pour défoncer votre porte. Et cette opportunité s'est présentée sous la forme d'un appel téléphonique de mon frère, Ryan. Un appel téléphonique qui allait tout mettre en mouvement. L'appel téléphonique est arrivé un mardi après-midi. J'étais à mon bureau en train de finaliser un ensemble de plans pour un nouveau lotissement. Mon téléphone a vibré, et le nom de Ryan est apparu sur l'écran. J'ai failli le laisser aller à la messagerie vocale. Un appel de Ryan signifiait généralement qu'il avait besoin de quelque chose. J'ai soupiré et répondu. Bonjour, Alex. Salut mon pote, comment ça va? La fausse gaieté dans sa voix était un signal d'alarme. C'était la même voix qu'il utilisait quand il était sur le point de demander de l'argent ou d'emprunter quelque chose qu'il ne rendrait jamais. Je vais bien, Ryan. Au travail. Quoi de neuf? J'ai gardé un ton neutre, ne voulant pas lui donner d'ouverture. Alors, histoire drôle commença-t-il, et mon estomac se serra. Ces histoires drôles n'étaient jamais drôles pour personne d'autre que lui. Tu te souviens de ma voiture? La berline? Celle que tu as enroulée autour d'un poteau. Oui, je me souviens. Il a ri, un son aigu et sans humour. C'est celle-là. Eh bien, le versement de l'assurance prend une éternité, et papa est vraiment dur pour me donner une nouvelle voiture de société tant que mon dossier de conduite n'est pas propre. Tu peux croire ça? Après tout ce que je fais pour l'entreprise. Cela me semble raisonnable, dis-je, ma voix plate. Je l'ai imaginé en train de travailler, ce qui signifiait généralement arriver en retard, prendre un long déjeuner et partir tôt. Ouais, peu importe. Écoute, j'ai besoin d'une faveur. Une grosse. J'ai besoin d'emprunter ta voiture. J'ai en fait ri. Ce n'était pas un son joyeux. C'était un court et brusque aboiement d'incrédulité. Ma voiture? La Crown Vic? Absolument pas. Son ton amical a disparu instantanément. Le vrai Ryan a émergé. Qu'est-ce que tu veux dire par non? J'en ai besoin pour le travail. Je dois visiter des chantiers. Cela ressemble à un problème pour toi, Ryan. Pas un problème pour moi. Tu es un homme adulte. Loue une voiture. Prends un Uber. Je m'en fiche. Mais tu ne touches pas à ma voiture. Tu es vraiment un crétin. Tu sais ça, rétorqua-t-il. Ce n'est qu'une voiture. Un tas de ferraille. Tu la conduis à peine. Je la conduis tous les jours. Et c'est ma voiture. Celle que j'ai payée. Celle dont je prends soin. Tu as utilisé 3 voitures que papa t'a achetées. Tu les traites comme si c'était des jouets jetables. La réponse est non. Tu es tellement égoïste. Tout tourne toujours autour de toi, n'est-ce pas? Tu restes assis sur ce tas de ferraille pour m'embêter, cria-t-il, puis la ligne s'est coupée. J'ai posé le téléphone, ma main tremblant légèrement. C'était le même vieux scénario, Ryan veut quelque chose, je dis non, je deviens le méchant. J'ai essayé de chasser ça de mon esprit et de me remettre au travail. Mais 20 minutes plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était ma mère. Alex, chérie, c'est maman. Sa voix était empreinte de ce ton-là c'est déçu qu'elle avait perfectionné au fil des ans. C'était une voix qui pouvait vous faire vous sentir coupable de respirer. Je viens de parler à ton frère. Il est très contrarié. Je suis sûr qu'il l'est, dis-je en me frottant les tempes. Il a juste besoin d'un peu d'aide, chérie. Son père est si dur avec lui. Il a besoin d'une voiture pour faire son travail, pour être un adulte responsable. Maman, il a 29 ans. Un adulte responsable ne détruit pas 3 voitures et n'exige pas ensuite celle de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'aider. C'est l'encourager. C'est ce que vous avez toujours fait. Oh, Alex, ne sois pas si dramatique. Pourquoi dois-tu utiliser un langage si dur? Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de famille qui s'entraide. Nous sommes censés nous soutenir mutuellement. Pourquoi dois-tu toujours rendre les choses si difficiles? Laisse-le juste utiliser la voiture pendant quelques semaines jusqu'à ce que tout cela soit réglé. Sois la personne la plus compréhensive.
J'ai été la personne la plus compréhensive toute ma vie, dis-je, ma voix s'élevant malgré mes efforts pour la garder calme. Toute mon enfance a consisté à être la personne la plus compréhensive. J'en ai fini. La réponse est toujours non. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse ajouter une autre couche de culpabilité. Puis, bien sûr, est venu le boss final. 10 minutes plus tard, le nom de mon père s'est affiché à l'écran. Ne me raccroche pas au nez, aboya-t-il dès que j'ai répondu. Il n'y avait pas de prétexte, pas de fausse amabilité. Tu donnes à ton frère les clés de cette foutue voiture. Non, dis-je, ma voix calme mais ferme. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Sa voix était un grognement sourd. J'ai dit, non, c'est ma voiture. Je ne la lui donne pas. C'est un tas de ferraille, Alex. Une honte. Je te vois conduire cette chose en ville et ça me donne envie de vomir. Ton frère, un cadre dans mon entreprise, a besoin de transport, et tu gardes ce tas de merde par dépit. Ce n'est pas un cadre, papa. C'est ton fils avec un titre fantaisiste. Et je ne la garde pas. Je l'utilise. Après tout ce que j'ai fait pour toi, ce que je t'ai donné, c'est comme ça que tu me remercies, en étant un petit morveux égoïste. Je t'ai mis un toit sur la tête pendant 18 ans. Tout ce que tu m'as donné, tu ne m'as pas donné un centime depuis que j'ai 18 ans. C'est l'oncle Jacques qui m'a accueilli. C'est l'oncle Jacques qui m'a donné cette voiture. Tu ne m'as donné que du chagrin. La ligne resta silencieuse pendant un moment. Puis sa voix revint froide comme de la glace. Écoute-moi bien. Tu fais partie de cette famille, et tu agiras comme tel. Si tu n'aides pas ton frère, tu peux te considérer comme rayé du testament. Tu n'auras rien. Tu seras complètement seul. Je suis seul depuis 10 ans, dis-je, un étrange sentiment de calme envahissant. Ça me va très bien et j'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai raconté à Jenny ce qui s'était passé. Elle a écouté patiemment, puis m'a pris la main. C'est bien fait pour toi, dit-elle doucement. Tu as fait ce qu'il fallait. Ne les laisse pas te harceler. Elle s'arrêta, un regard pensif sur son visage. Tu sais, Alex, tu devrais probablement documenter ça. Juste au cas où. Documenter quoi? Les appels téléphoniques, les menaces. Écris juste ça. L'heure, la date, ce qui a été dit, c'est ce que nous apprenons dans mon cours sur les contrats. Une trace écrite est toujours une bonne idée quand les gens sont déraisonnables. Cela semblait un peu paranoïaque, mais je faisais confiance à son jugement. Alors, j'ai ouvert une nouvelle note sur mon ordinateur et j'ai tout écrit. Une semaine passa. Je n'ai eu de nouvelles d'aucun d'eux. J'ai commencé à penser que peut-être, juste peut-être, ils avaient enfin compris le message. Puis, un soir, j'ai quitté le travail et je suis allé au parking. Je suis arrivé à l'endroit où je garais toujours ma Crown Vic, et c'était vide. Ma première pensée a été qu'elle avait été volée. J'ai ressenti une vague de panique. J'étais sur le point d'appeler la police quand je l'ai vue, un petit morceau de papier gras coincé sous le pneu de la voiture à côté de ma place. C'était un reçu d'une station-service près de la maison de mes parents. Et au dos, dans l'écriture bâclée de mon frère, il y avait 2 mots, empruntés. La rage qui m'a envahi était froide et aiguë. C'était un nouveau record. Il n'avait pas seulement demandé ou exigé. Il l'avait volé. Comment avait-il même réussi à entrer? J'ai appelé ma mère en premier. Où est-il? Ai-je exigé. Alex, qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-elle, sa voix un peu tremblante. Ne fais pas l'idiote, maman. Ryan a volé ma voiture. Où est-il? Oh, mon Dieu. Il ne l'a pas volée, chérie. Il l'a juste empruntée. Il était désespéré. Il t'a laissé un mot. Il a volé ma voiture, et tu étais au courant. Comment a-t-il eu une clé? Un long silence. Il a trouvé une clé de rechange, marmonna-t-elle. Je savais qu'il n'y avait pas de clé de rechange. J'avais les 2 seules qui étaient fournies avec la voiture. Tu mens. Tu l'as aidé. Alex, s'il te plaît. J'ai raccroché et j'ai appelé mon père. Il a répondu à la première sonnerie. Quoi? Tu dis à Ryan qu'il a 1 heure pour ramener ma voiture à mon appartement, où je signale qu'elle a été volée. Je ne plaisante pas. Tu ne feras rien de tel, rugit-il. Tu vas embarrasser cette famille. Il la ramènera quand il en aura fini. 1 heure, dis-je et j'ai raccroché. 45 minutes plus tard,
ma Crown Vic freina bruyamment dans le parking de mon immeuble. Ryan est sorti, avec un sourire suffisant sur le visage, et a jeté les clés par terre devant moi. Contente maintenant, princesse? J'ai regardé à l'intérieur de la voiture. Il y avait des emballages de fast-food sur le siège passager, et la radio hurlait. Il l'avait conduite durement. Comment as-tu une clé? Demandai-je, ma voix dangereusement calme. Achetée en ligne, dit-il en haussant les épaules. Clé universelle pour les vieilles Ford. Ce n'est pas de la sorcellerie. Il commença à s'éloigner. C'est la dernière fois, Ryan, criai-je après lui. Si jamais tu touches encore à ma voiture, je te jure que tu vas le regretter. Il agita juste une main par-dessus son épaule sans se retourner. Le lendemain, j'ai emmené la voiture chez l'oncle Jacques. Je lui ai tout raconté. Il a écouté, son visage sombre. Quand j'ai eu fini, il a hoché la tête lentement. Très bien, dit-il. Ça va assez loin. Ce n'est pas un emprunt. C'est un vol, et nous allons nous assurer que cela ne se reproduise plus. Il a ouvert le capot, et ensemble, nous avons passé l'après-midi à installer un tracker GPS caché et un coupe-circuit. Il m'a montré comment l'activer depuis une application sur mon téléphone. Si Ryan essayait à nouveau, je pourrais couper le moteur à distance. Alors que je partais, le conseil de génie de la semaine précédente résonna dans ma tête. Je suis allé au poste de police local. Je me sentais nerveux, comme si c'était moi qui faisais quelque chose de mal. Je me suis approché du comptoir et j'ai parlé à un officier d'apparence fatigué. J'ai expliqué la situation avec soin. Je ne veux pas porter plainte pour le moment, dis-je, en m'assurant que ma voix était stable. Je n'essaie pas de faire arrêter mon frère. Je veux juste faire un enregistrement officiel de ce qui s'est passé, pour ma propre protection. L'officier hocha la tête, comprenant. Vous voulez déposer un rapport d'information? Oui, exactement. Il a tout tapé. Donc, votre frère, Ryan Thompson, a pris votre véhicule, une Crown Victoria de 1999, numéro d'immatriculation au numéro, sans votre permission à cette date, et vous déclarez que vous ne souhaitez pas engager de poursuite pour le moment. C'est exact, dis-je. Il me tendit un bout de papier avec un numéro de dossier dessus. Voilà. Gardez ça pour vos dossiers. J'ai plié ce bout de papier et je l'ai mis dans mon portefeuille. Il me semblait plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Je ne le savais pas alors, mais je venais de m'armer. Je venais de créer l'arme que l'argent de mon père et les larmes de ma mère ne pouvaient pas vaincre, une trace écrite, un fait. Et elle attendait patiemment son moment pour être utilisée. Les mois suivants ont été calmes, étrangement calmes. Je n'ai pas eu de nouvelles de mes parents ou de Ryan. Pas d'appel de colère, pas de messages vocaux culpabilisants. C'était le genre de silence qui ressemble moins à la paix qu'à l'air juste avant qu'une tornade ne frappe. Je me suis concentré sur mon travail, sur ma vie avec Jenny. Nous commencions même à parler d'emménager ensemble, de chercher des appartements dans un quartier loin du monde de mes parents. Je me suis laissé croire que peut-être, juste peut-être, ma prise de position avait fonctionné, qu'ils avaient enfin compris que je n'étais plus leur paillasson. Puis vint Noël. Noël dans ma famille était toujours une représentation obligatoire organisée par ma tante Patricia, la sœur de ma mère. C'était une maison remplie de sourires forcés, de ressentiments latents et de beaucoup trop de lait de poule. Je voulais l'éviter, mais Jenny, toujours pragmatique, a dit que nous devions y aller. Présente-toi, sois poli, mange du jambon et parto, conseilla-t-elle. C'est mieux que de gérer le drame de ne pas y aller. Elle avait raison. Alors, nous y sommes allés dans ma Crown Vic, la voiture qui avait tout déclenché. Le stationnement était un cauchemar, avec des voitures qui bordaient toute la rue. J'ai trouvé une place à un pâté de maison sous un lampadaire. Dès que nous sommes entrés, l'atmosphère familière m'a envahi, l'odeur du pain et de la dinde rôtie mélangée au parfum écœurant de ma mère. Elle m'a accueilli avec une étreinte un peu trop serrée, un peu trop longue. « Oh, Alex, je suis tellement contente que tu sois venu, murmura-t-elle comme si j'étais un soldat revenant de la guerre. Mon père m'a juste fait un signe de tête sec à travers la pièce, un verre de whisky à la main, tenant la cour avec mes oncles. Il était dans son élément, le roi dans son château. Et il y avait Ryan. Il était appuyé contre la cheminée, riant bruyamment de quelque chose qu'un de mes cousins avait dit. Il me regarda, et pendant une seconde, ses yeux croisèrent les miens. Il n'y avait pas d'excuse dedans, pas de remords, juste une étincelle de cette vieille arrogance. Il leva son verre dans un faux toast et se détourna.
J'ai essayé de me détendre. J'ai fait la conversation. J'ai mangé la dinde sèche, mais je n'ai pas pu me débarrasser d'un sentiment d'appréhension. Environ 1 heure après le début de la fête, j'ai vu Ryan parler à mon cousin Ethan. Ethan était un peu un fauteur de troubles, le genre de type qui n'a jamais vraiment grandi. Je l'ai vu sortir une flasque de la poche de sa veste et verser une quantité généreuse dans le verre de lait de poule déjà plein de Ryan. Ryan fit un clin d'œil et prit une grosse gorgée. Un peu plus tard, j'ai vu Ryan sur son téléphone. Il ne riait pas maintenant. Son visage était tendu, sa voix un murmure bas et en colère. Il était caché dans un coin de la salle à manger, essayant de ne pas être entendu. Je n'ai attrapé que quelques bribes en passant. Je t'ai dit que je ne l'avais pas. Je te l'apporterai ce soir. Je te le promets. Laisse-moi juste quelques heures. Il a raccroché, son visage pâle et en sueur. Il avait l'air aux abois. Il avait l'air désespéré. Mes alarmes internes ont commencé à sonner, faiblement au début, puis plus fort. J'ai trouvé une excuse à génie et je suis allé dans le hall d'entrée pour prendre mon manteau. J'ai dit que j'avais besoin d'aller chercher un chargeur portable dans ma voiture. Mes clés étaient dans la poche droite de mon manteau d'hiver épais, qui était enfoui sous une douzaine d'autres dans le placard de la chambre d'amis. J'ai fouillé dans la pile de manteaux, l'odeur de divers parfums et de naphtaline remplissant le petit espace. Mes doigts ont cherché le cuir usé familier de ma veste. Je l'ai trouvé, et ma main a plongé dans la poche. Elle était vide. Mon cœur n'a pas seulement sombré. Il a dégringolé. Une froide appréhension m'a envahi. Non, il ne le ferait pas. Pas ici. Pas ce soir. J'ai sorti mon téléphone, mes mains soudainement maladroites. J'ai ouvert l'application de suivi GPS que l'oncle Jacques avait installée. Le petit point bleu qui était censé être mon téléphone était exactement là où je me tenais. J'ai glissé vers l'icône de ma voiture. L'écran a chargé la carte. Un petit point rouge représentant ma Crown Vic était censé être garé juste au bout de la rue. Il n'y était pas. Il était en mouvement. Il était déjà à 3 pâtés de maison, se dirigeant vers l'autoroute. J'ai senti un étrange calme glaçant descendre sur moi. La panique avait disparu, remplacée par une résolution d'acier. Toutes les années passées à être poussées, à être ignorées, à être lésées, se sont réunies en cet unique moment de clarté. C'était ça. La ligne finale. Je suis retourné dans le salon, un masque de désinvolture sur mon visage. La fête battait son plein. Rire. Chant de Noël sur la chaîne stéréo. Le crépitement du feu. Image parfaite d'une famille heureuse. Quel mensonge. J'ai trouvé génie. Nous devons partir, dis-je, ma voix basse. Elle a vu le regard sur mon visage et n'a posé aucune question. Elle a juste hoché la tête, attrapant son sac à main. Je ne suis pas allé voir l'oncle Jacques. Je ne suis pas allé voir mon père. Je suis sorti par la porte d'entrée sur le porche froid, les sons de la fausse fête de Noël de ma famille s'estompant derrière moi. J'ai pris une profonde inspiration de l'air glacial de la nuit et j'ai sorti à nouveau mon téléphone. Je n'ai pas appelé mes parents. Je n'ai pas appelé Ryan. J'ai composé le 911. 911, quelle est votre urgence? La voix de l'opérateur était calme et professionnelle. Ma voix était tout aussi calme. Je voudrais signaler un vol de véhicule en cours. D'accord, monsieur. Pouvez-vous me donner votre nom et votre adresse? Je m'appelle Alex Thompson. Je suis au 125 Northwood Drive. Ma voiture, une Ford Crown Victoria blanche de 1999, vient d'être volée. Avez-vous vu qui l'a prise, monsieur? Oui, dis-je, regardant le point rouge sur l'écran de mon autre téléphone s'éloigner de plus en plus. Je crois que c'est mon frère, Ryan Thompson. Je lui ai donné le numéro d'immatriculation de mémoire. Puis j'ai ajouté la partie la plus importante. C'est la 2e fois qu'il fait ça. J'ai déposé un rapport d'information le mois dernier. Le numéro de dossier est le 7-15B. Il y eut une pause à l'autre bout, le bruit de la frappe au clavier. D'accord, monsieur Thompson, je vois le rapport. Pouvez-vous me dire où se trouve le véhicule maintenant? J'ai regardé le tracker. Le point rouge tournait sur la voie d'accès à l'autoroute I-95. Les informations locales avaient mis en garde à ce sujet toute la journée. Une tempête hivernale approchait, et les routes commençaient déjà à devenir verglacées. Il s'engage sur l'autoroute, dis-je.
Et j'ai des raisons de croire qu'il a bu. Le ton de l'opérateur s'est affermi. D'accord, monsieur. Nous dépêchons une unité immédiatement. Veuillez rester en ligne. Je suis resté là dans le froid, Jenny à mes côtés, sa main sur mon bras. Les sons de la fausse fête de Noël de ma famille semblaient être à des kilomètres. La partie était finie. Je ne jouais plus selon leurs règles. J'utilisais un ensemble de règles différents maintenant, les vraies. Et les conséquences n'étaient plus les miennes à supporter. Les 10 minutes qui ont suivi ont semblé une éternité. Jenny et moi étions debout sur le trottoir, le froid s'infiltrant dans nos manteaux. Je gardais les yeux rivés sur le tracker GPS sur mon téléphone. Le point rouge se déplaçait rapidement sur l'autoroute, bien trop vite pour les conditions. Ils l'attraperont, dit Jenny, sa voix une présence ferme et rassurante dans le chaos de mes pensées. Tu as fait ce qu'il fallait, Alex. Mon téléphone vibra. C'était ma mère. Je l'ignorais. Il vibra à nouveau. Mon père. J'ignorais celui-là aussi. Le point rouge sur la carte dévia soudainement, puis s'arrêta brusquement sur le bas-côté de l'autoroute à environ 8 km de là. Il s'est arrêté, dis-je, ma voix tendue. Juste à ce moment-là, ma mère sortit en courant de la porte d'entrée, ne prenant même pas la peine de mettre un manteau. Alex, que se passe-t-il? Ryan vient d'appeler. Il a dit que la police l'arrêtait. As-tu fait ça? Son visage était un masque d'incrédulité et d'horreur. Il a volé ma voiture, maman, dis-je, ma voix dépourvue d'émotion. J'ai appelé la police. C'est aussi simple que ça. Mon père était juste derrière elle, son visage violet de rage. Tu as fait quoi? Tu as appelé les flics sur ton propre frère? Es-tu fou? Avant qu'il ne puisse continuer sa tirade, mon téléphone sonna à nouveau. C'était un numéro inconnu. J'y ai répondu. Est-ce bien monsieur Alex Thompson? Demanda une voix calme et autoritaire. Oui, c'est moi. Ici l'officier Williams de la police d'État. Nous avons récupéré votre véhicule sur l'autoroute I-95. Nous avons un suspect en détention, votre frère, Ryan Thompson. Nous avons vérifié les plaques, et il s'est avéré être un véhicule d'intérêt lié à un rapport de vol antérieur. Pouvez-vous confirmer que vous êtes le propriétaire et que vous ne lui avez pas donné la permission de le conduire ce soir? Mon père criait en arrière-plan. Dites-leur que c'est un malentendu. Une querelle familiale. Ma mère sanglotait. S'il te plaît, Alex, ne ruine pas sa vie. Je leur tournai le dos et parlais clairement au téléphone. Je peux confirmer. Je m'appelle Alex Thompson. Je suis le propriétaire. Il n'avait pas ma permission. Il a volé mes clés de mon manteau lors d'une fête de famille. Merci, monsieur Thompson. Cela clarifie les choses, dit l'officier Williams. Il y eut une pause. Votre frère semble être fortement intoxiqué. Alors qu'il était arrêté, il a perdu le contrôle sur une plaque de verglas et a glissé dans une glissière de sécurité. La voiture a quelques dommages à l'avant, mais il est indemne. Le soulagement, vif et importun, se mêla à la colère froide. Il allait bien. Il était un idiot, un voleur, un danger imprudent pour tous ceux qui se trouvaient sur la route, mais il était mon frère, et il allait bien. Nous allons avoir besoin que vous veniez sur les lieux pour identifier votre véhicule et faire une déposition, continua l'officier. Et vous devrez vous occuper du remorquage. J'arrive, dis-je et raccroché. Mon père m'attrapa le bras. Tu ne vas pas là-bas et dire un mot contre lui. C'est une erreur. Nous leur dirons qu'il avait la permission. J'ai arraché mon bras, ma voix dure comme du silex. Non, plus de mensonges. C'est fini. Le trajet jusqu'au lieu fut surréaliste. Mes parents, dans leur propre voiture, suivaient de près derrière Jenny et moi. Les lumières bleues et rouges clignotantes étaient visibles à 1 kilomètre de distance. 2 voitures de patrouille étaient garées derrière ma Crown Vic, qui était enfoncée dans la glissière de sécurité, son pare-choc avant froissé. Ryan était à l'arrière d'une des voitures de patrouille, son visage pâle et mou. L'officier Williams, un grand homme aux yeux doux et à l'air ferme, me rencontra à ma sortie. Il me regarda, puis regarda ma voiture. Monsieur Thompson, merci d'être venu. Mes parents se sont précipités, ma mère pleurant déjà, mon père se lançant dans sa performance. Officier, Dieu merci. Tout cela est un terrible malentendu. Mes fils, ils ont eu une petite dispute. Vous savez comment sont les frères.
L'officier Williams leva une main, l'arrêtant au milieu de sa phrase. Il ne regarda même pas mon père. Il me regarda. « Est-ce votre père, monsieur Thompson ?» « Oui, dis-je. »« Et il me dit que c'est un malentendu ?» Le moment resta suspendu dans l'air glacial. C'était le point de non-retour. Toute ma vie, j'avais été entraîné à me plier à cet instant précis, à absorber le blâme, à aplanir les choses. Ma mère me regardait, ses yeux suppliants. Mon père me lançait un regard noir, la mâchoire serrée, me défiant de le défier. Ryan n'était qu'une ombre à l'arrière de la voiture de police. Je pris une inspiration. Non, officier. Ce n'est pas un malentendu. Mon frère a volé les clés de ma voiture dans ma poche lors d'une fête de famille. Il a des antécédents de conduite en état d'ébriété. J'ai signalé le vol du véhicule pour l'empêcher de se tuer ou de tuer quelqu'un d'autre. J'ai un numéro de rapport de police du dernier vol, si vous en avez besoin. L'officier Williams hocha la tête lentement, une lueur de compréhension dans ses yeux. Il finit par se tourner vers mon père. « Monsieur, je pense qu'il est préférable que vous me laissiez gérer ça. » Il se dirigea vers la voiture de patrouille où son partenaire administrait un test d'alcoolémie à Ryan. Nous pouvions tous voir le résultat. Ryan s'affaissa sur son siège, la tête dans les mains. L'officier lui passa les menottes. Alors qu'il l'emmenait à l'autre voiture de patrouille, mon père explosa. « C'est de ta faute, me cria-t-il dessus, son doigt pointé en l'air. Tu as fait ça. Tu essaies de détruire cette famille. Tu n'es pas mon fils. » Les officiers s'arrêtèrent, regardant la scène se dérouler. Ma mère, complètement brisée, laissa échapper un gémissement. Nous aurions dû l'arrêter il y a des années, Richard. Je t'ai dit le DUI à l'université, l'accident de l'année dernière. Je ne peux plus continuer à le couvrir. Je ne peux plus. Elle sanglotait hystériquement, avouant des années de secret là, sur le bord d'une autoroute devant tout le monde. C'était une complète et totale débâcle. La famille parfaite se brisant en 1 million de morceaux sous les lumières froides et clignotantes de la réalité. L'officier Williams revint vers moi, son expression un mélange de pitié et de professionnalisme. « Monsieur Thompson, je vais avoir besoin de votre déposition complète au poste. Quant à votre famille, je vous suggère de rentrer chez vous. » Il regarda mon père avec insistance. « Monsieur, votre fils a été arrêté pour vol qualifié d'automobile, conduite en état d'ébriété et résistance à son arrestation. La meilleure chose que vous puissiez faire pour lui en ce moment est d'appeler un avocat. » Mon père le regarda, sans voix pour la première fois de sa vie. Le pouvoir, le contrôle, tout venait de s'évaporer dans l'air froid de la nuit. Ses paroles ne signifiaient rien ici. Son argent ne signifiait rien. La seule chose qui comptait était la vérité froide et dure, une vérité que moi, son fils de second rang, avait finalement osé dire. La partie était finie, et j'avais gagné. Ou peut-être avions-nous tous perdu. Les heures passées au poste de police furent un flou de néon, de mauvais café et de l'odeur stérile du désinfectant. J'ai donné ma déposition méthodiquement et calmement, détaillant tout, du premier vol à l'appel au 911. L'oncle Jacques se présenta, non pas en tant que flic, mais en tant que mon oncle. Il s'est juste assis avec moi, une présence silencieuse et solide qui manquerait dans la tempête. Il n'a pas dit « je te l'avais dit ». Il n'avait pas à le faire. Ryan fut enregistré. En raison de l'accusation de crime de vol qualifié d'automobile, il ne sortait pas sous caution ce soir-là. Il allait passer le week-end à la prison du comté jusqu'à sa mise en accusation lundi. La réalité de cela sembla frapper mes parents comme un coup physique. Mon père, après sa première explosion sur l'autoroute, était devenu silencieux, son visage un masque sombre et pierreux. Ma mère avait pleuré jusqu'à un état d'engourdissement épuisé. Ils engagèrent un avocat à accent grave l'œil qui se présenta dans un costume coûteux, sentant l'eau de Cologne et la confiance. Mais même lui ne pouvait pas agiter une baguette magique et faire disparaître les barres d'acier. Le trajet de retour avec Jenny fut silencieux. « Tu tiens le coup ?» demanda-t-elle finalement alors que nous arrivions à mon complexe d'appartement. « Je ne sais pas ce que je ressens, admis-je, et c'était la chose la plus vraie que j'avais dite de toute la nuit. C'est comme si je m'étais enfin défendu, mais je ne me sens pas bien à ce sujet. Je me sens juste vide. »« C'est parce que c'est une tragédie, Alex, dit-elle doucement. Il n'y a pas de gagnant dans quelque chose comme ça. » Les semaines suivantes furent une douloureuse éducation sur le système juridique. La Crown Vic froissée fut remorquée jusqu'à un atelier de carrosserie local géré par un type nommé Tony,
un ami de l'oncle Jacques. Le devis était élevé. L'avant était un désastre. Ryan passa 3 jours en prison avant que mon père ne puisse payer la caution astronomique. J'ai entendu dire par la tante Patricia qu'il en était ressorti comme un fantôme. L'arrogance avait disparu, remplacée par une peur aux yeux creux. La première confrontation eut lieu environ une semaine plus tard. Ma mère appela, sa voix tremblant. Elle demanda si je pouvais la rencontrer pour un café. Contre mon meilleur jugement, j'acceptai. Elle s'assit en face de moi dans un coin tranquille de Starbucks, se tordant les mains. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. Alex, commença-t-elle, l'avocat dit que l'accusation de GTA est la plus grave. Il a dit que si le propriétaire de la voiture, si toi, disait au procureur de district que tout était un malentendu, que tu étais en colère et que tu avais surréagi, qu'il avait, en fait, la permission, alors cette accusation serait probablement abandonnée. Je la regardais fixement, mon café refroidissant. Après tout, elle essayait encore de réécrire la réalité. Il a volé la voiture, maman. Il a fait une erreur, insista-t-elle, sa voix se brisant. Une terrible, stupide erreur. Mais c'est ton frère. Tu ne peux pas le laisser aller en prison. Cela le détruirait. S'il te plaît, Alex. Je t'en supplie. Je suis ta mère. Ne fais pas ça à notre famille. Ne me fais pas ça. Des larmes coulaient sur son visage, larmes qu'elle avait brandies contre moi toute ma vie. Mais pour la première fois, cela n'eut aucun effet. C'était comme regarder un film que j'avais vu 100 fois auparavant. Je connaissais chaque ligne. Ce que tu me demandes de faire, c'est de mentir à un procureur de district, dis-je, ma voix stable. Tu me demandes de commettre un crime pour dissimuler ces crimes, la même chose que tu as admis avoir fait sur l'autoroute. Est-ce que tout cela t'a appris quelque chose? Elle se contenta de sangloter, secouant la tête. Tu es si froid. Je ne sais pas qui tu es devenu. Je suis la même personne que j'ai toujours été, répondis-je en me levant. La seule différence est que je ne nettoie pas ses dégâts cette fois. Je suis sorti, la laissant là avec ses larmes. La confrontation finale, celle que je redoutais le plus, eut lieu quelques semaines plus tard. Mon père me convoqua à l'atelier de carrosserie. Il voulait régler les choses concernant les réparations de la voiture. Je savais que ce n'était pas à propos de la voiture. Je l'ai trouvé là, debout à côté de ma Crown Vic blessée avec Tony, le propriétaire de l'atelier, qui tenait un bloc-notes mal à l'aise. Tony était un grand type bourru avec de la graisse sous les ongles, mais il avait des yeux honnêtes. Il me fit un signe de tête quand je suis entré. Mon père ne perdit pas de temps avec les politesses. C'est ridicule, dit-il en montrant la voiture. Un vieux tas de ferraille. Cela ne vaut pas ce que Tony ici veut pour la réparer. C'est une estimation juste, Richard, dit Tony, sa voix ferme. Les pièces pour ces anciens modèles ne sont pas faciles à trouver. Mon père l'ignora et se tourna vers moi, ses yeux brûlants. Il sortit un épais chéquier, le genre utilisé pour les comptes d'entreprise. Richard Thompson Construction était imprimé en haut. Très bien, claqua-t-il. Il gribouilla quelque chose sur un chèque et le déchira, me le fourrant dans les mains. Il était de $5000, plus qu'il n'en fallait pour couvrir les réparations. Tiens, prends ça, et c'est la fin de tout ça. Tu vas voir le procureur, tu leur dis que c'était une querelle familiale, et nous laissons tout cet épisode embarrassant derrière nous. Je regardai le chèque, puis son visage. L'arrogance, la certitude absolue que l'argent pouvait tout réparer, était toujours là. Il n'avait rien appris. Je ne pris pas le chèque. Ce n'est pas une question d'argent, papa, dis-je doucement. Alors c'est à propos de quoi, rugit-il, sa voix résonnant dans le garage caverneux. De vengeance? Tu veux ruiner la vie de ton frère à cause d'une stupide voiture? C'est à propos des conséquences, dis-je, ma voix gagnant en force, quelque chose auquel il n'a jamais eu à faire face, et quelque chose que tu ne lui as jamais laissé affronter. Il fit un pas de plus, son ombre tombant sur moi. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai affronté pour construire ce que j'ai, pour vous donner, à toi et à ton frère ingrat, tout. Je sais que tu essaies d'utiliser l'argent de ton entreprise pour influencer un témoin dans une affaire criminelle, dis-je, ma voix résonnant d'une clarté qui me surprit même moi. Je sais que c'est illégal, Tony. Le propriétaire de l'atelier se déplaça inconfortablement. Richard, peut-être devriez-vous régler ça dehors. Le visage de mon père passa du rouge à un blanc pâle et marbré. Il me regarda,
regarda Tony, puis regarda à nouveau le chèque dans sa main. Il avait essayé d'utiliser son arme ultime, son argent, et cela avait échoué. Il était à court de munitions. Il froissa le chèque dans son poing. Tu vas le regretter, Alex. Tu déchires cette famille en lambeaux, et quand il ne restera que des cendres, tu seras tout seul. Je te le promets. Il sortit en trombe, laissant une traînée de silence dans son sillage. Je restais là, à regarder ma voiture cassée. Il avait tort. Je n'étais pas seul, et ce n'était pas la fin. C'était le début de sa fin, car j'avais encore ma propre arme, celle qu'il n'avait pas vue venir, ce petit bout de papier dans mon portefeuille, le numéro de dossier, le fait, et j'étais sur le point de le transformer d'un bouclier en une épée. L'air dans l'atelier de carrosserie était épais avec l'odeur d'huile et de tension non exprimée. Tony, le propriétaire, brisa finalement le silence. Il laissa échapper un long sifflement bas. Eh bien, dit-il en secouant la tête, j'ai vu des drames familiaux dans ma vie, mais ça bat tous les records. Je me contentais de hocher la tête, me sentant étrangement calme. La tempête était passée, et j'étais toujours debout. Pouvez-vous juste réparer la voiture, Tony? Je vous paierai en plusieurs fois. Ne t'inquiète pas pour ça tout de suite, mon gamin, dit-il en me tapotant l'épaule. Nous allons nous arranger. Ton oncle Jacques est un homme bien. Vous êtes des gens bien. Ce soir-là, je m'assis devant mon ordinateur, le chèque froissé de mon père encore dans mon esprit. Il pensait que c'était à propos de la voiture. Il pensait que c'était à propos de l'argent. Il ne comprenait toujours pas. J'ouvris un nouvel email. Le destinataire était le Conseil officiel des licences d'entrepreneurs de l'État. Jenny, ma brillante, pratique, petite amie étudiante en droit à temps partiel, m'en avait parlé. Chaque État en a un. Ils réglementent les entreprises de construction et ont des codes de conduite stricts. L'un de ces codes consiste généralement à ne pas commettre de crime ou à avoir un comportement contraire à l'éthique qui pourrait nuire à la profession. Mes doigts volèrent sur le clavier. J'étais poli, professionnel et factuel. Je me suis présenté, ainsi que l'entreprise de mon père. J'ai expliqué l'affaire pénale en cours impliquant mon frère. Et puis j'ai tout exposé. Cet après-midi, écrivis-je, Monsieur Richard Thompson, en sa qualité de propriétaire de l'entreprise, m'a rencontré à l'atelier de carrosserie Tony devant un témoin, Monsieur Tony Gallo. Il m'a offert un chèque tiré de son compte d'entreprise. Ce paiement était explicitement conditionné à mon accord pour modifier mon témoignage auprès du procureur de district dans le cadre d'une enquête criminelle active impliquant son fils. Il tentait en fait d'utiliser des fonds de l'entreprise pour corrompre un témoin. J'ai joint une photo du chèque froissé où le nom de l'entreprise était clairement visible. J'ai inclus le nom et l'adresse commerciale de Tony en tant que témoin. J'ai conclu l'email en déclarant que je pensais qu'il s'agissait d'une grave violation de l'éthique et que je portais cela à leur attention en tant que question de document public. Avant de cliquer sur envoyer, j'ai transmis une copie à l'avocat d'entreprise de mon père, le même type qui s'occupait de ses affaires de DUI. La ligne d'objet était simple, pour vos dossiers. Puis j'ai cliqué sur envoyer. Il n'y eut pas d'explosion, pas de retombées immédiates, juste le bourdonnement silencieux de mon ordinateur. Mais je savais que je venais de lancer une torpille dans la coque de l'empire soigneusement construit de mon père. Son pouvoir ne venait pas de ses poings. Il venait de sa réputation, de ses licences, de sa capacité à soumissionner sur des contrats lucratifs de l'État et de la ville. Tout cela était maintenant en péril. Une semaine plus tard, je reçus un appel du bureau du procureur de district. Ils offraient à Ryan un accord de plaidoyer. S'il plaidait coupable de conduite en état d'ébriété et d'un délit mineur moindre pour le vol de voiture, ils abandonneraient l'accusation de crime de GTA et la résistance à son arrestation. Cela signifierait pas de prison, mais cela aurait un prix élevé, 2 ans de probation, une suspension de permis d'1 an, une amende massive, 200 heures de travaux d'intérêt général et une participation obligatoire à un panel d'impact sur les victimes. J'ai découvert plus tard par l'oncle Jacques ce qui s'était passé en coulisses. L'avocat de mon père avait reçu mon email. Il avait immédiatement appelé mon père et lui avait dit en termes clairs qu'il faisait face à une enquête professionnelle catastrophique qui pourrait le ruiner. La tentative de corruption était une menace bien plus sérieuse pour leurs moyens de subsistance que le vol de voiture de Ryan. L'avocat avait conseillé à mon père de faire disparaître tout cela discrètement et rapidement. Cela signifiait accepter la première offre du procureur pour Ryan et ne pas la contester. Mon père, l'homme qui s'était toujours battu, qui avait toujours gagné, avait été contraint de se rendre,
et ce fut le début du vrai changement. Ryan accepta l'accord. Ces 200 heures de travaux d'intérêt général furent consacrées à nettoyer les graffitis sur les bâtiments publics. Il dut trouver un emploi subalterne dans un entrepôt pour commencer à payer ses amendes et la facture de réparation de ma voiture. Il m'envoya un chèque chaque mois de $100 avec une simple note d'une ligne, pour la voiture. Le plus grand changement, cependant, vint du panel d'impact sur les victimes. C'était une partie obligatoire de sa peine. Il dut s'asseoir dans une pièce pendant 4 heures et écouter des personnes dont la vie avait été brisée par des conducteurs ivres, des mères qui avaient perdu des enfants, des maris qui avaient perdu des épouses, des personnes en fauteuil roulant qui ne pourraient plus jamais marcher. Il en parla plus tard à la tante Patricia. Il dit qu'il s'était assis là à écouter une femme décrire comment elle avait dû identifier son fils de 17 ans à la morgue, et pour la première fois de sa vie, il s'était vu non pas comme la victime d'une mauvaise nuit, mais comme la cause potentielle du cauchemar sans fin de quelqu'un d'autre. Il dit qu'il avait vomi dans les toilettes pendant la pause et qu'il avait pleuré pour la première fois depuis qu'il était petit. C'était son point de bascule, pas la cellule de prison, mais le reflet de ce qu'il aurait pu devenir dans les yeux remplis de larmes d'une mère en deuil. Il commença à aller à des réunions des AA. Il trouva un parrain. Il continua à travailler à l'entrepôt même après que ses travaux d'intérêt général furent terminés. Mon père fut contraint de suivre des cours de gestion de la colère. Son entreprise fut frappée d'une lourde amende par le Conseil des licences et placée sous une période de probation de 2 ans. Il dut vendre des propriétés d'investissement pour couvrir les frais juridiques et les amendes. La fanfaronnade avait disparu. Il semblait plus petit, plus silencieux. Ma mère commença à aller en thérapie. Elle essayait de comprendre son propre rôle dans le dysfonctionnement de la famille, son comportement d'encouragement. Elle et mon père étaient toujours ensemble, mais quelque chose s'était irrémédiablement brisé entre eux. Une année passa, une année de calme, de distance, de reconstruction lente et douloureuse. J'emménageai avec Jenny, et nous nous fiançâmes. Je fus promu dessinateur principal dans mon entreprise. Ma vie avançait selon mes propres conditions. Ma Crown Vic fut entièrement réparée, plus belle que jamais. C'était plus qu'une voiture maintenant. C'était un monument à une bataille que j'avais gagnée. La dernière pièce du puzzle se mit en place un samedi matin pluvieux presque exactement 1 an après la fête de Noël. J'étais dans un café à attendre Jenny quand la porte s'ouvrit, et Ryan entra. Il me vit et se figea. Il avait l'air différent, plus mince peut-être. L'arrogance dans sa posture avait disparu, remplacée par un calme tranquille. Il hésita, puis se dirigea vers ma table. « Salut, Alex, dit-il. » Sa voix était calme. « Salut, Ryan. » Un silence maladroit s'installa entre nous. Il tendit une enveloppe d'aspect familier. « Le paiement de ce mois-ci, dit-il. » Je l'ai pris. Il resta là un instant, se déplaçant. « Écoute, dit-il, finissant par croiser mon regard, j'ai eu ma médaille d'1 an de sobriété la semaine dernière. » Félicitations, dis-je, et je le pensais. C'est super. Ouais, dit-il, un petit sourire triste sur son visage. Je voulais dire que je suis désolé, pas seulement pour la voiture ou l'argent, pour tout, pour avoir été un frère terrible. Je suis vraiment, sincèrement désolé, Alex. C'étaient les premières excuses honnêtes et inconditionnelles que je lui avais jamais entendues de toute ma vie. Il n'y avait pas d'excuses, pas de justification, juste du regret. Je regardais mon frère, le regardais vraiment, peut-être pour la première fois. Je ne voyais plus l'enfant chéri. Je voyais juste un homme essayant de retrouver son chemin après le désastre qu'il avait créé. Je sais, dis-je. Merci. Ce n'était pas le pardon, pas complètement. Ce n'était pas une promesse que nous redeviendrions les meilleurs amis du monde. C'était juste une reconnaissance, un début, et pour l'instant, c'était suffisant. Ryan me fit un petit signe de tête, une lueur de soulagement dans ses yeux, puis il se dirigea vers le comptoir pour commander son café. Il n'essaya pas de faire plus de conversation. Il n'insista pas davantage. Il comprit, finalement, que certaines choses prennent du temps. Jenny arriva quelques minutes plus tard, et alors que nous partions, je le vis assis seul à une table près de la fenêtre, sirotant tranquillement son café, un homme en paix avec sa propre solitude. C'était un début. La relation avec mes parents est compliquée. C'est un travail en cours. Nous ne faisons plus de grands dîners de famille. Les représentations obligatoires sont terminées. Je les vois les jours fériés pendant quelques heures. Les conversations sont guindées, prudentes.
Mon père est plus silencieux. Il continue à suivre ses cours de gestion de la colère. Il réussit une fois à formuler des excuses maladroites et rigides, disant qu'il aurait pu mieux gérer les choses. Pour lui, c'était l'équivalent d'un sonnet de Shakespeare de remords. Ma mère, grâce à sa thérapie, a commencé à comprendre le sens des limites. Elle appelle, mais elle ne fouine pas. Elle n'essaie pas d'imposer sa culpabilité. Elle apprend à avoir une relation avec le fils que je suis, pas celui qu'elle aurait souhaité que je sois. C'est fragile. Ce n'est pas parfait, mais c'est réel. Quelques semaines après avoir vu Ryan au café, un colis arriva à mon appartement. Il venait de lui. À l'intérieur se trouvait un petit système de sécurité de voiture haut de gamme, avec un nouveau tracker GPS et un démarreur à distance. Il y avait une note jointe dans sa nouvelle écriture, plus soignée. Il disait, pour que tu n'aies plus jamais à t'inquiéter de savoir qui est derrière le volant. Reste en sécurité, Ryan. Je fis installer le système le lendemain. Parfois, lorsque je rentre chez moi après le travail dans ma Crown Vic, le soleil de fin d'après-midi brillant sur le capot, je pense à cette année. Je pense à la façon dont une famille, une vie, peuvent sembler si parfaites de l'extérieur mais pourrir de l'intérieur. Et je pense qu'il arrive que la seule façon de sauver quelque chose soit de le laisser brûler jusqu'au sol d'abord. Cette voiture, cette ancienne voiture de police mise hors service, devint le catalyseur improbable de tout. Elle était un symbole de mon indépendance, et ils ne pouvaient pas le supporter. Leur tentative de me la prendre, de la contrôler, finirent par leur coûter leur propre contrôle, leur propre pouvoir. Ils ne réalisaient pas qu'ils ne se battaient pas seulement contre moi pour une voiture. Ils se battaient contre moi pour mon respect de moi, et c'était un combat que je n'étais plus disposé à perdre. J'ai trouvé mon propre pouvoir non pas en criant plus fort ou en me battant plus salement, mais en sortant de leur jeu toxique et en utilisant les règles du monde réel, le monde des conséquences, le monde de la paperasse, le monde où la vérité finit par trouver un moyen de faire surface. Je n'ai pas détruit ma famille. Ils ont tenu l'allumette, et j'ai simplement refusé de les aider à éteindre le feu qu'ils avaient allumé. Ma paix ne vint pas de leur changement. Elle vint de mon changement. Elle vint de la découverte de ma propre voix, et plus important encore, d'apprendre à laisser les faits froids et durs sur un morceau de papier parler pour moi. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous a touché d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû choisir entre préserver la paix et défendre la vérité? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer la suite.